peux regarder aussi ça ici, comme ça. Excellent. Fait que on va regarder l'examen pratique, puis on va aller par-dessus chacune des réponses, puis regarder qu'est-ce qu'on s'attendait comme réponse et rapidement pourquoi. Fait que notre premier, c'était une représentation d'une mise en situation. Donc, on avait un examen, OK, on avait un enseignant, puis on a un étudiant qui... donc, on a un étudiant qui veut passer un examen, on a un enseignant qui doit être présent pour regarder l'examen. Puis on dit que s'il y a un examen oral, ben on a un professeur qui doit agir comme un second examinateur. Fait qu'ici, les parties importantes, c'est de voir que bon, on est étudiant, on a un enseignant, il y a une affaire examen qui se passe. Puis en plus de ça, il y a une possibilité additionnelle que ce soit un examen oral. Puis quand c'est le cas, on a une relation additionnelle vers un professeur. Donc si on regardait ici, on avait 4 choix possibles. Fait que premièrement, on avait tout le temps une généralisation. Donc, on voyait ici que le professeur était une spécialisation de l'enseignant. On pouvait voir ici qu'on avait un étudiant, puis on avait la possibilité de faire l'examen. Donc, le choix à utiliser ici, c'était le choix A. Donc, en passant aussi, je vais mettre sur le site juste un petit document qui va avoir les différentes réponses à l'intérieur après la présentation ici, là. Donc, pas obligé de les annoter, là. Juste comparer vos réponses. Donc, c'était le A qui était la bonne représentation, parce qu'on avait l'enseignant et l'étudiant qui peuvent faire un examen, puis on avait ici une spécialisation qui était l'examen oral, qui nous ajoutait un lien vers un professeur qui était une spécialisation de l'enseignant. Cela, ça marchait Est-ce pas. qu'on a le droit de poser des questions? Oh oui, certainement. Parce que moi, j'avais mis C. Et ma question, c'est est-ce que... comment dire parce que les liens que j'avais fait avec l'examen oral, où il fallait un professeur et un enseignant et un étudiant. Là, ici, la problématique dans le C, c'est qu'il faut se souvenir que quand on a une spécialisation, ça va hériter de toutes les relations initiales. Fait que quand on fait un examen oral, si on prend le C, ça implique 2 étudiants. Puis ça implique 3 enseignants ou professeurs. Ah, mais parce qu'un examen oral, il fallait 2 étudiants? Non, justement. C'était pour ça que le C était pas bon. Ah! D'accord, c'est bon. Parce que ça hérite de tout ce qu'il y a dans l'examen. Bon, 0 pour le moment pour moi. Merci. Parfait. Fait que ça ne marchait pas. Cela, c'était 2 affaires différentes. Fait qu'il n'y avait pas de lien entre l'examen normal et l'examen oral. Ça ne marchait pas non plus. Puis le include ici fonctionnait pas parce qu'on avait premièrement 2 professeurs pour l'examen oral, quand ça peut être un enseignant et un professeur. OK, c'est pas fonctionnel cette affaire-là. Question numéro 2. Donc, on avait un diagramme qu'on te demandait de savoir quelles étaient les possibilités qui venaient avec F. Donc, quelles étaient les combinaisons d'acteurs qui pouvaient communiquer avec F? Dans ce cas-ci, le seul choix possible, c'était notre... donc, le seul lien, en fait, qui arrivait vraiment, c'était avec le T. OK? Parce que c'est une spécialisation, les extend et include ne représentent pas des extensions de relations, donc comme le fait l'héritage. Donc en fait, le seul élément qu'on avait avec F, c'était le T. Donc la seule réponse, c'était le numéro 3 pour celui-là. Ensuite, on a la question numéro 3.
ici, le 1 n'est pas relié à F. Donc le R n'est pas relié à F parce que c'est T qui est une spécialisation de R. Okay, donc il faut faire attention au sens de la flèche. Okay. R n'a pas de lien avec F, seulement le T a un lien avec F. On continue avec notre troisième. Donc, dans les éléments suivants, lesquels sont des caractéristiques des codes d'utilisation. Donc, quelles des phrases sont vraies pour les codes d'utilisation? Donc, on dit que les codes d'utilisation, ça présente des fonctionnalités et les comportements que le système en cours de développement devrait avoir. C'est vrai. Donc, les codes d'utilisation, c'est effectivement pour représenter qu'est-ce que mon système est capable de faire. Hein? Donc, c'est ça mes codes d'utilisation, mes petits ellipses. Donc, les codes d'utilisation spécifient le processus procédural au sein du système. Ça ici, ce n'est pas le cas, parce que le principe d'un processus procédural, hein, ça serait d'avoir une liste spécifique de l'ordre des actions possibles. Ça, c'est habituellement ce qu'on va voir soit dans une séquence, soit directement dans le code. Donc, le diagramme de code d'utilisation est de beaucoup plus haut niveau que ça. On ne va pas voir les procédures qui viennent avec. Donc, pas le 2. On a, dans le numéro 3, le code d'utilisation sont dérivés des demandes des clients. Donc, ça, c'est vrai. Donc, on avait parlé que le diagramme de code d'utilisation, c'était le premier qu'on allait utiliser, qui représentait bien, qui était directement dérivé de nos discussions et des requis du client. Donc, le 3 est vrai. Puis, numéro 4, les codes d'utilisation conviennent à la modélisation d'interfaces entre deux systèmes. Ce n'est pas le cas. Donc, quand on parle de modéliser des interfaces, on va modéliser ici des protocoles, des manières de communiquer, des manières de transiger l'information. Le diagramme de code d'utilisation est aucunement outillé pour être capable de faire ça. C'est seulement capable de représenter qu'il y a une interface, mais de ne pas la modéliser elle-même. On n'est pas capable de la décrire, on n'est pas capable de dire qu'est-ce que ça fait. Donc, ça fait juste mettre de la communication entre deux éléments. Fait que, pas le 4. Fait qu'on avait seulement le 1 et le 3 qui étaient représentés comme étant vrais pour notre diagramme de code d'utilisation. Question numéro 4. On avait ici la modélisation d'une situation. Donc, on dit qu'on a une session de football, OK, on a plusieurs joueurs qui participent à plusieurs matchs. On avait chaque joueur qui marque dans un match un certain nombre de buts. Donc, on avait différents diagrammes possibles, puis on te demandait lequel de ces diagrammes-là était la représentation possible de la mise en situation. Ici, le meilleur diagramme possible, c'était le B. Okay, où c'est qu'on avait des parties, on avait des joueurs, puis on avait une classe associative. Mais ici, on avait aussi le A qui aurait été possible, où on a une partie, puis à la partie appartient des buts qui sont associés à un joueur. Donc, le A ou le B étaient des réponses possibles, mais le C et le D n'étaient pas capables de représenter les différents matchs avec les différents joueurs puis l'association entre les deux. Est-ce qu'il y aurait comme un idéal entre A et B? Ben, comme j'ai dit... moi, je le voyais pas pour le B. Je le voyais pas. Ben, c'était pas assez explicite. Comme j'ai dit, les deux sont bons. OK? Fait qu'après ça, lequel qui est le meilleur, ben ça se discute autour d'une bière. Là. Fait que il n'y a pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de meilleur. Les deux sont capables de représenter la situation. Parfait. Merci.
Donc ici, Kevin demande, le losange ne fait pas en sorte que la partie ne peut pas exister sans les buts. Ben, c'est seulement si on avait un nombre ici qui pourrait être différent de 0. Donc, puisqu'on peut avoir une relation avec une étoile ici qui dicte 0, ben, ça veut dire qu'on peut avoir 0 but dans une partie, c'est correct. Ce qu'on dit ici, c'est que si un but existe, il doit faire partie, il doit appartenir à une des parties. Puis si la partie n'existe pas, le but ne fait plus de sens. Le but ne peut pas exister sans que la partie existe. Donc ici, fais attention, le losange plein qui est du côté de la partie, c'est la partie peut exister tout seul. Le contenant, lui, a le droit d'exister. C'est qu'est-ce qu'il contient qui est problématique. En tout cas, qui est comme relié d'une manière intrinsèque avec. Question numéro 5. On avait un diagramme de classe, puis on demandait différents diagrammes d'objets possibles pour être capable de dire ces diagrammes d'objets-là sont capables de bien représenter la mise en situation du diagramme de classe. Donc, dans celle-ci, on avait une classe abstraite A. Donc, déjà là, ceux qui avaient A, ça ne marchait pas. On avait une spécialisation de B qui avait un lien vers D, puis qui héritait du lien vers plusieurs C. Fait qu'on va pas avoir des B, on peut avoir un D, puis on peut avoir plusieurs C. Donc, ici, le seul qui fonctionnait, en fait, c'était le B. Okay, donc, on a le B, on a un lien vers un C, on a un lien vers un D. Toutes les autres ne fonctionnent pas. Donc, soit qu'il manquait le B, soit qu'il utilisait le A, soit qu'on n'avait pas les liens dans le bon sens. Donc, ici, c'est pas le D qui est relié au C, mais c'est le B. Donc, il y a seulement le B qui était possible. Ok, j'ai une question. Oui. Moi, j'avais mis aussi probablement E, parce que je m'étais dit que... en fait, non, je m'étais posé la question du D comme ça, un petit peu satellite, là, le D1. Est-ce que... Alors, bon, ça marche pas, parce que le D n'a pas de relation, c'est ça? Exact. Donc, si tu regardes il est le D... obligé d'en avoir une. Puisqu'il y a un Mais lien, contre, puis qu'il dit un 1 au bout... Ouais. Puisqu'il dit le 1 au bout, ça dit D est obligé d'avoir une relation avec B. Ok, d'accord. Est-ce que dans quel cas c'est possible qu'on ait un satellite comme ça? C'est genre. Ben, faudrait que la relation ici soit. Si, mettons, j'aurais une relation avec D, ok? Puis le 1 ici, ça serait une étoile. Attends, je vois pas ton écran. Tu vois pas mon écran? Attends, ça y est. Ouais, non, parce que tu étais en tout petit. Okay. Vas-y, tu peux me remontrer. Donc, le dernier 1 en bas à droite, si c'était une étoile, ça représenterait que le D a un lien vers de 0 à une infinité de B. D'accord, ok. OK. Fait que ça fait en sorte que le D pourrait être tout seul. D'accord, le D, s'il était en lien avec quelque chose qui avait une infinité. Ok, c'est bon. C'est beau. Merci. Excellent. Oui. Je me dis aussi, est-ce que c'est correct la façon dont la question est posée? Parce que la façon dont la question est posée, c'est comme s'il y avait plusieurs réponses possibles. Ok, ouais, je te le donne. Dans l'examen de mercredi, je vais être explicite puis dire choisissez un ou plusieurs choix. Va être encore plus compliqué. C'est correct. Ok. Question numéro 6. Donc ici, encore une fois, on a différentes propriétés possibles. Donc, il faut répondre est-ce que la propriété est vraie ou est fausse. Ici, on parle de généralisation, spécialisation, de superclasse, de sous-classe. Donc, ici, notre premier élément dit une sous-classe hérite des propriétés de la superclasse. Donc, la spécialisation hérite de la généralisation. C'est vrai. Donc, celui-là, c'est vrai. Il dit une sous-classe ne peut hériter que d'une superclasse. Donc, ça ici, c'est faux.
Donc, il faut faire attention. En UML, on peut avoir de l'héritage multiple, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des langages de programmation, mais l'UML, ce n'est pas un langage de programmation. C'est un langage descriptif de diagramme, donc on a le droit. Donc, le 2, c'est pas vrai. C'est faux. Le 3, la sous-classe ne doit pas avoir plus d'attributs que la superclasse. Celui-là aussi est faux. Donc, le but justement de la sous-classe, c'est d'être capable de rajouter des éléments au besoin en héritant de qu'est-ce qu'on avait initialement. Donc, la sous-classe peut avoir plus d'attributs que la superclasse, donc le 3 est faux. Donc, ensuite, une superclasse ne doit pas être abstraite. Donc, celle-là aussi est faux. Donc, en fait, c'est la superclasse qui peut être abstraite. Donc, les spécialisations, si c'est la dernière spécialisation, ne peut pas être abstraite. Donc, le 4 est faux, ce qui fait en sorte que le seul qui était vrai, c'était le A. Parfait. On y va avec celui-là ici. Donc, on avait la suite E1, E2, E4, E6, E1. Puis, on se demandait quel était le résultat de X à la fin de toutes ces étapes-là. Ça devrait nous donner 3. OK, bon, si on y va un petit peu plus dans les détails, quand on regarde, bon, on commence, OK, on dit notre X est égal à 3, parfait. On rentre dans notre machine A, on a le entry, ça nous fait un plus, on rentre à 4. Ensuite, on rentre dans le B, on a le entry qui nous divise par 2, donc on est rendu à 2. Puis on est prêt à recevoir notre premier signal. Fait qu'on dit, on a E1. E1 ici est le signal qui fait une boucle sur lui-même. Donc, on va sortir de B, okay, ce qui va faire notre exit, donc plus 3, ce qui nous rend à 5. On a ensuite l'événement de transition qui nous demande de faire X-, on retombe à 4. Puis ensuite, on a le entry, okay, qui nous demande de diviser par 2, ce qui nous fait retomber à 2. Fait qu'on a fait le E1, on est dans B, on a 2 en ce moment. Ensuite, on a le signal E2. Donc, le signal E2 qui se passe ici, parfait. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Je sors de mon B. OK, donc, j'ai plus 3, je tombe à 5. J'ai ici mon X qui est égal à X fois 2, je tombe à 10. Je rentre dans mon C. Puis, il n'y a rien qui se passe quand je rentre dans le C. Ensuite, on a le E4. Donc, le E4 est un événement à l'intérieur du C, donc il n'y aura pas d'autres éléments qui vont être déclenchés. OK? Je tombe à 12. Ensuite... c'est 11 oui. Au lieu de 12. Hein? Ah oui, t'as raison. 11. E4, 11, c'est 11, c'est pas 12. T'as raison. 11. Ah, ça veut dire que ça va être 1 de moins à la fin, je pense. J'ai pas réussi à faire plus 1 dans ma réponse. Donc, on est à 11. Après ça, on a notre E6. Notre E6 nous demande de sortir de là. Donc, on va avoir, bon, le exit de C, mais il n'y en a pas. Le exit de A qui me demande de faire moins. Donc, on tombe à 10. Puis, qu'est-ce qui arrive après ça? On re-rentre dans notre A. Donc, on a le entry de A qui me fait plus, qui me fait retomber à 11. Puis, après ça, on rentre dans le B qui me donne 11 divisé en 2, ça me donne 5.5. Donc, 5.5 en rentrant ici. Puis après ça, on a le dernier qui est le E1. Donc, 11.5 plus 3, ça me donne 14.5. Après ça, on fait... Non. 5.5. Hein? Tu rentres à 11, tu divises par 2, tu es à 5.5 et tu rajoutes 3. Ah oui, t'as raison. 5.5 plus 3,
ça me donne 8.5. 8.5, on est rendu ici, ça nous donne 7.5 en faisant le x moins moins. Puis on re-rentre, ça nous redivise par 2, fait que ça nous donne 3.25. 7.5. 3.75. Ouais. Fait que Mercia avait bien raison. Moi, je suis pas capable de compter. OK? Moi, j'ai une question à ce niveau. Oui. Fait que, vu qu'on est obligé de rentrer dans A à chaque fois, ensuite dans B avant de faire quoi que ce soit, on n'est pas obligé de faire encore des ressorties. C'est-à-dire, on fait exit à B avant de faire exit à A. Tu veux dire à quel moment, là? Super. En fait, quand on a un événement, ouais. Par exemple, quand le premier événement, il faut qu'on fasse les entrées à A et B, c'est obligatoire. Oui, il faut être rendu dans un état stable. Oui. Maintenant, quand on est rendu à C, on n'est pas obligé de faire B exit avant de faire A exit. Ben, quand on est dans C, puis qu'on reçoit le E6, on sort directement à partir de C. OK. Fait que s'il y aurait eu un exit dans C, il aurait fallu le faire, mais il n'est pas là. Il n'y en a pas. OK. Fait que, et le gros point noir, ça veut dire vers le E5. Ben, ça ici, c'est la fin de ce diagramme-là. OK. Merci. Excellent. Donc, question numéro 8. Fait qu'on demande ici, quand est-ce que la transition vers l'état D a-t-elle lieu? Donc, c'est quoi qui se passe pour qu'on soit capable de faire cette transition-là? Donc, ici, faut regarder quand on a, si on revient ici pour se préparer à la réponse, là, si on regarde celui-là ici, quand on a une transition qui n'a pas, c'était 3.5 la réponse, 3.75. Donc, quand on a une transition qui n'a rien comme élément, ça veut dire qu'il faut se rendre jusqu'à la fin du bloc interne pour pouvoir activer cette transition-là. Fait qu'ici, on a une transition avec aucun événement, mais une condition de garde. Fait que quand est-ce que cet événement-là va avoir lieu? Ben, c'est quand j'arrive à la fin de ma machine interne, puis que la condition de garde est remplie. Donc, pour la question 8, c'est le troisième qui était vrai. Donc, quand l'état final après B est atteint, quand on arrive ici, c'est là qu'on va regarder, qu'on va déclencher cet événement-là de comme fin de trajet, puis qui va avoir la condition de garde qui va être évaluée. Donc, la transition va seulement être activée si la condition de garde est vraie. Donc, pour celui-là, c'est le numéro 3 qui était le bon. Question numéro 9. On te demande de modéliser les situations suivantes. Qu'est-ce qu'on peut modéliser avec les diagrammes d'une machine à état? Donc, est-ce qu'on peut modéliser les états que peut avoir un objet d'une classe? Oui, c'est une des éléments principaux que la machine à état est capable de faire. Est-ce qu'on est capable de modéliser des transitions possibles d'un état à un autre? Oui aussi, c'est une des parties principales des transitions des flèches. Est-ce qu'on peut modéliser des événements qui vont déclencher ces transitions-là? Ben oui, on a les petits noms qui viennent avec. Puis, est-ce que on peut modéliser les activités exécutées pendant que les objets se trouvent dans un certain point ou dans une transition? Ben oui, c'est les événements qui sont modélisés à l'intérieur. Donc, pour la question 9, les 4 réponses étaient vraies. Excuse-moi, est-ce qu'on peut revenir à la question 8? Oui, certainement. Parce que moi, quand je lis ça, je vois qu'à chaque fois qu'on rentre dans B, on réinitialise A à 0. Oui. Et donc, quand on sort, on lui ajoute 1.
Et du coup, on n'arrivera jamais à A supérieur à 5. Effectivement, mais ici, ça le dit, puis ça le précise pas, mais tu sais, ça dit la transition D se produit pas que seulement si cette condition-là est vraie. Ça reste, tu sais, cette phrase-là reste vraie. Ok, mais la vérité, elle est vraie aussi. Enfin, pardon. le 1, c'est aussi vrai. Parce que dès que la condition de garde A supérieure à 5 est évaluée comme vraie. Non, parce que ici, cette transition-là, Ouais. OK, quand il n'y a pas d'événement, la transition est seulement exécutée à la fin de la machine à état. Donc, D'accord. cette transition-là, c'est comme si l'événement, c'était après ce petit point. D'accord, c'est bon. Ok, j'ai compris la subtilité. Et voilà. Merci. OK. Fait que on s'en va ici. Question numéro 10. On a des diagrammes de séquence. On se demande lesquels sont possibles. Ah, il y avait une autre question de Kevin. Ben, Kevin, on a fait pendant 1h30 un exemple avec des classes pour démontrer qu'on est capable de faire ça avec des classes et des objets parce que tu l'avais demandé spécifiquement. Fait que... ouais. Donc, c'est pour ça que ça représente des éléments... des classes. Je te déconseille, je suis sûr que ça va bien aller. Ça va pas mal. OK. On est là pour apprendre. OK. Fait que on est dans la question 10. On a notre diagramme de séquence. On a notre série de traces possibles. Puis on veut savoir lesquelles qui sont valides ou pas. Donc ici, si on regarde, c'est quoi qu'il fallait regarder? Il fallait regarder que le A arrive avant le D, que le B arrive avant le D, puis que le B arrive avant le C. Donc c'est comme les 3, 1, 2, 3 conditions importantes. Donc on avait les 5 premiers qui étaient valides avec ça. Les 3 derniers n'étaient pas valides parce que ici, le D arrivait avant le B. Juste un instant. Oui, fais tout. Parce que tu as dit que les 5 premiers, c'était correct. Exact. Mais c'est les 3... Parce que non, tu as dit les conditions, il faut que le A arrive avant le D, et que le D arrive avant le B, et le B avant le C. Exact. Maintenant, les 3 premiers, il y a le C qui arrive avant le D. Je comprends pas. Ben ici, les règles sont indépendantes. OK? Donc, la seule règle qui touche le D, c'est qu'il faut que le B soit avant le C. OK? Est-ce que le B est avant le C? Oui. Est-ce que le A est avant le D? Oui. Oui. Est-ce que le B est avant le D? Oui. Oui. On a nos 3 restrictions qui sont A-OK. Ok, je comprends mieux. Fait que dans celui-là, ben justement, on avait le D qui est avant le B. Fait qu'on n'a pas le droit de faire ça. Il faudrait que ce soit le B avant le D. Dans celui-là, on a le D avant le A. Puis on a dit qu'il faut que le A soit avant le D. Puis dans celui-ci, je crois que c'est... Encore une fois, le D qui est avant le A. Ouais. Donc encore une fois, le D qui est avant le A qui ne fonctionne pas. Excellent. Donc, est-ce que tu peux juste redire... Fait que 1, 2, 3, 4, 5 3. étaient des traces possibles. Merci.
As-tu une autre question, Fatou? Je vois que tu as la main levée, mais je sais pas si c'était ton autre question de tantôt. Excuse-moi, c'était tantôt. Merci. Excellent. Question numéro 11. On se demandait, même principe, mais cette fois-ci avec des fragments, une boucle. Quels sont les diagrammes, quelles sont les traces possibles? Donc ici, on a une boucle, donc ça, on va être capable de le répéter. On a une étoile, ça veut dire qu'on peut le répéter de 0 à une infinité de fois. Puis à l'intérieur de ça, il fallait qu'on aille ABC, hein, donc il fallait avoir les 3. Puis il fallait à l'intérieur de ça, on aille le B qui est avant le C. Puis après ça, il fallait avoir D. Fait que si on regarde les cas possibles, on avait 1, 2, 3, 4, 5 qui étaient possibles. 6 et 7 étaient pas bons. Donc si on regarde le premier, on a notre D. Ben, si on fait la boucle 0 fois, on peut passer au travers. Si on a directement ABC, on a une fois la boucle, après ça on a un D. Si on a BCA, ABC, ben BCA, notre première itération de la boucle, respecte que le B est avant le C. On a une deuxième itération qui respecte aussi le B avant le C. Puis après 2 itérations, on a juste notre D. BAC, ben, on a le B avant le C dans notre itération de boucle. On a le D après. On a ici le ABC, BAC. Fait qu'encore une fois, le B est avant le C dans notre première itération. Le B est avant notre C dans notre deuxième itération. Puis on a ensuite le D, ça va bien. Dans celui-là, on a le D ABC. Celui-là ne marche pas parce qu'on a le D en premier. Donc, quand on a un bloc comme ça, ça fait en sorte qu'il faut passer au travers du bloc avant de pouvoir continuer normalement. Donc, il faut que le D soit après les différentes itérations de boucle. Donc, le 6, ça ne fonctionne pas. Puis, on a le même problème avec le numéro 7. On a le D en plein milieu. On ne peut pas revenir en arrière. Les boucles doivent se faire à cet endroit-là. Puis, après ça, on devrait avoir le D. Question numéro 12. Ah, excuse-moi. Oui. Donc là, finalement, le D, c'est parce que c'est une loupe qu'on ne peut pas le faire intervenir quand on veut. Exact. Exact. Il faut qu'il soit toujours à la fin. Ben c'est ça. Il faut faire la boucle. Puis une fois qu'on a fini la boucle, là, on continue normalement avec d'autres signaux possibles. C'est beau. OK, merci. Donc, finalement, on se demande... dans le fragment alt, hein, pour des alternatives, quels sont les... ici, Lauriane demande, sauf si on avait un fragment parallèle, effectivement, si ça ferait partie de d'autres éléments parallèles, là, c'est d'autres règles complètement. Là. Ici, on parle de le diagramme standard. Donc, quand on a un fragment alt, hein, pour représenter différentes alternatives, on se demande quelle des phrases est vraie. Donc, le fragment alt est utilisé pour modéliser des séquences alternatives de messages. Ça, c'est vrai. Donc, c'est le principe, justement, qu'on dit, ben, c'est justement différentes alternatives possibles d'une situation donnée. Le 2, une ou plusieurs des opérandes vont être exécutées. Ça, c'est faux. Donc, dans le alt, son principe, c'est que seulement une des opérandes peut être exécutée. Donc, le alt... son but dans la vie, c'est que ce soit juste une des opérandes qui soit exécutée, celle-là dont la seule condition est vraie. Donc, le 2, c'est faux. Numéro 3. Donc, la décision de l'opérande exécutée est prise à l'aide des conditions de garde. Ça, c'est vrai. Donc, dans l'alternative, on a différentes conditions de garde, puis c'est ces conditions-là qui vont me permettre de savoir quelle opérande exécuter. Donc, numéro 3, c'est vrai. Numéro 4. Si un opérande n'a pas de condition de garde explicite spécifiée, on peut assumer que true est sa condition de garde. Donc, ça va juste fonctionner. C'est vrai. Donc, quand on n'a rien, c'est directement true. Il n'y a pas rien de spécial qui vient avec. Numéro 5. Toutes les opérandes d'un fragment alt qui n'ont pas de condition de garde sont exécutées. Donc, ici, ça c'est faux. Parce que ça vient ici avec ce qu'on avait dit au numéro 2. Hein? Au numéro 2, on a dit seulement une condition de garde, une des opérandes va être exécutée. Donc, dans le alt, c'est le principe de choisir un choix parmi plusieurs. Tu n'as pas le droit de choisir plusieurs choix, tu n'as le droit que de choisir un seul choix. Donc, quand on dit
tous ceux qui n'ont pas de condition de garde vont être exécutés, c'est faux, parce qu'il faut juste que tu en exécutes un. Puis, numéro 6, si plus d'un opérande est évalué comme vrai, c'est pas clair quel opérande sera exécuté. Ça, c'est vrai aussi. Donc, justement, on avait spécifié que quand on avait le halt, son principe, c'est qu'il y a juste le droit d'en choisir un. Puis, quand on le modélise, on n'a pas le droit de faire en sorte que 2 cas peuvent être exécutés en même temps. Parce que justement, ce n'est pas spécifié dans la norme qu'est-ce qui est supposé se passer à ce moment-là. Donc, ça ici, ça fait le tour des différentes réponses. Finalement, les réponses, c'est... Fait que c'est 1, 3, 4 et 6. Fait que c'est ça pour la pratique à l'examen. Juste pour vous donner une idée, il va y avoir le même nombre de questions dans l'examen de mercredi. Mais dans l'examen de mercredi, les différentes... Parce que là, j'ai pas mis de pointage. Là, les questions purement théoriques, okay, fait que les 3e questions de chaque élément, ça va être des points bonus. Okay, parce que c'est des questions un petit peu plus difficiles, un petit peu plus rapaces. Donc, les questions purement théoriques, okay, qu'on n'a pas pratiquées, qui sont juste est-ce qu'on se souvient qu'on a vu la matière, vont être des questions bonus. Fait que, avec ça, on sait qu'est-ce qui se passe mercredi, on se prépare mentalement, puis on se revoit pour notre examen théorique. Merci. Merci. Bonne chance à tous pour mercredi. Mm-hmm.